podcast. Consacre-t-on trop d'argent en France au budget de la défense ? Ça ne vous a pas échappé, le pays est actuellement dans une situation alarmante. La dette publique est abyssale, les finances sont dans le rouge, 40 milliards d'euros d'économies à trouver pour le gouvernement. Et pourtant, le budget de la défense, lui, va augmenter significativement. De 50 milliards d'euros en 2025, il devrait passer à 57 milliards en 2026, une hausse qui devrait se poursuivre jusqu'en 2030, voire 2035. La raison, le contexte géopolitique instable, évidemment, face à une Russie de plus en plus hostile. Soit. Pour autant, alors que nos services publics sont en tension et que l'équation du budget d'État semble insoluble, se pose cette question. Est-ce qu'on n'en fait pas trop avec la défense ? A-t-on vraiment besoin d'autant pour se protéger ? N'y a-t-il pas d'autres priorités ? Le budget de la défense, on en parle avec vous. Laurent Trigeau, bonjour. Bonjour. Maître de conférences en droit public à l'université Panthéon-Assas, co-directeur de l'Institut supérieur de l'armement et de la défense, directeur adjoint du centre Thucydide, le centre de recherche en relations internationales de l'université. Laurent Trigeau, la défense, c'est aujourd'hui la priorité number one du gouvernement ? Alors en tout cas, c'est l'une des priorités depuis principalement 2022. Il y avait quand même des signaux d'alarme très forts, mais les budgets de défense étaient très bas, peut-être trop bas par rapport à ce que l'on ne voulait pas voir. On prend conscience de ça. Je ne sais pas si ce sera toujours la priorité number one du ou des gouvernements. Mais ça reste quand même un élément fort, bien évidemment. Ouais, on va développer tout ça avec vous. Mais d'abord, on commence comme chaque semaine par un récit en archive, et puis on se retrouve juste après. Je m'appelle Théophile Cosset et vous écoutez Le Temps de l'actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Il y a un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le temps de l'actu. Augmenter ou bien baisser le budget de la défense, ça fait longtemps que la question fait débat en France. Retour dans les années 80. À cette époque, le socialiste François Mitterrand arrive au pouvoir. Le budget de la défense représente environ 4% du PIB de la France. Mais ça ne va pas durer. La défense n'est pas la priorité du président Mitterrand. De quoi agacer l'opposition, comme le jeune député François Fillon, alors président de la commission défense à l'Assemblée nationale. On est en 1985. Il n'est pas contestable que notre défense aura été déclassée au moins par rapport à la richesse de la nation, déclassée plus encore par rapport aux autres dépenses de l'État, déclassée, ce qui est plus grave, par rapport aux formidables défis technologiques que nous lance l'effort des États-Unis et aux formidables défis militaires que nous impose l'Union soviétique. C'est vrai, à cette époque, c'est encore la guerre froide. Mais plus pour longtemps. Novembre 1989, le mur de Berlin tombe. A-t-on toujours besoin des mêmes budgets de défense ? Réponse en 90 d'un autre jeune député, François Hollande. Écoutez, déjà professionnel de la communication politique. La question que l'on doit se poser, c'est de savoir si ce budget de la défense, qui a été conçu à un moment où la guerre froide était encore présente entre l'Est et l'Ouest, si ce budget peut être maintenu en l'état, alors que maintenant les conflits que l'on rencontre, c'est un conflit entre le Nord et le Sud. Et souvent loin de nos frontières, ce qui me conduit à penser que nos budgets de défense doivent être réorganisés par rapport à cette nouvelle configuration stratégique. Comprenez, le budget de la défense va baisser. Extrait de France Inter, 1 an plus tard. Tout le monde ne sera donc pas satisfait de ce budget 92. Budget de la défense, il est rare qu'on y touche, mais cette année, économie oblige, il va y avoir des coupes sombres. Ça fait partie de ce qu'on appelle les dividendes de la paix, même si tout le monde n'est pas d'accord sur la question de savoir si la planète est moins agitée aujourd'hui qu'hier. Et ce budget de la défense, durant les années 90, il va continuer de baisser. Alors, en 2002, le président Chirac tire la sonnette d'alarme. Nous devons, dans le même temps, améliorer le maintien en condition opérationnelle des bâtiments de la marine et plus largement de l'ensemble des équipements des armées. Le vieillissement de certains matériels et l'insuffisance des procédures et des crédits d'entretien affectent sérieusement la disponibilité des véhicules blindés
des bâtiments, des aéronefs. Et sur ce point, Jacques Chirac a raison. Sujet de France 2 en octobre 2002. Incroyable, les capacités opérationnelles de l'armée ne sont plus satisfaisantes. 40% du matériel n'est plus utilisable. Au fil des années, des restrictions budgétaires, la maintenance n'est plus assurée. Depuis 1997, c'est presque un an de budget qui aura manqué. Principaux responsables, l'âge du matériel et le remplacement laborieux des pièces. En réaction, changement à l'époque de stratégie budgétaire pour le gouvernement. Certes, la période est à la rigueur, mais pas pour la défense. De 29 milliards d'euros en 2001, le budget passe à 40 milliards en 2004 et ça irrite l'opposition. L'on engage le pays, alors que la situation budgétaire est grave, la situation économique aussi, dans des dépenses militaires qui sont complètement à contretemps. Le choix qui consiste à renforcer le budget du ministère de la Défense est un choix anachronique et dépassé. C'est un choix de l'injustice. 10 ans plus tard, en 2014, situation inverse. Toujours la rigueur, ça n'a pas changé, mais la gauche est de retour. Elle doit trouver de l'argent, la défense est de nouveau visée, et ça râle encore. On écoute le général Vincent Desportes. Avec cette nouvelle dégradation de l'appareil militaire, il est clair que la France ne pourrait plus intervenir, comme elle le fait à juste raison d'ailleurs, au Mali, au Centrafrique ou ailleurs. Et c'est vrai, ces années-là, la politique de défense française est ambitieuse. 1600 soldats français au Mali, 2000 en Centrafrique, 1 millier au Tchad. Tout ça coûte cher. Alors, un petit débat monte. Faut-il maintenir la dissuasion nucléaire qui représente jusqu'à 1/3 du budget de l'armée, selon certaines estimations? Non, pour l'ancien Premier ministre, Michel Rocard. Il n'y a plus de situation imaginable où la dissuasion serve à quoi que ce soit. Nous avons des problèmes avec les Russes ou avec les Chinois. Tout le monde imagine de les négocier et non pas de les traiter de manière guerrière. Et sur des pays pauvres qui deviennent énervants, c'est pas le nucléaire qui peut permettre. On tuerait trop de monde. Le débat sera vite étouffé par le président de la République. Pas touche à notre dissuasion. En 2017, Emmanuel Macron arrive au pouvoir. Et là encore, rien de nouveau. Sous le soleil, le budget de la défense fait toujours autant débat. L'armée française au régime sec, les opérations au Mali, en Irak, en Syrie ou encore en France avec Sentinelle ont coûté plus cher que prévu. Le ministère des Armées va devoir trouver d'ici la fin de l'année 850 millions d'euros d'économies. L'arbitrage budgétaire du gouvernement a provoqué ce matin la colère du chef d'état-major des armées devant les députés. Le grand écart entre les objectifs assignés à nos forces et les moyens alloués n'est plus tenable. Fait inédit, sous la Ve République, le chef d'état-major Philippe de Villiers remettra même pour protester sa démission en juillet 2017. En février 2022, la Russie envahit l'Ukraine, un électrochoc pour la France et l'Europe. Une question revient alors, sujet de France 2 en octobre 2022. Le conflit en Ukraine a ravivé les fantômes du passé et fait rejaillir cette question. L'armée française a-t-elle la capacité de défendre l'Hexagone ? Il y a 3 jours à peine, sur notre antenne, Emmanuel Macron s'en préoccupait. C'est exactement le problème qu'on se pose à chaque fois. Et c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas livrer autant que parfois les Ukrainiennes et les Ukrainiens le demandent. Et quand le président Zelensky parfois me demande de livrer massivement certains dispositifs, je suis obligé d'en garder certains pour nous-mêmes nous protéger ou protéger notre flanc Est. Depuis, le gouvernement revoit ses priorités. Malgré la situation budgétaire actuelle, critique, le budget de l'armée est en hausse. De 50 milliards d'euros en 2025, il devrait passer à 67 milliards en 2030. Soit. Mais faut-il vraiment augmenter à fond le budget de l'armée? A-t-on besoin de autant? Sommes-nous prêts, pour notre défense, à faire tous les sacrifices? On en parle dans le temps de l'actu. Avec vous, Laurent Trigeot. Déjà, pour commencer, une réaction peut-être au récit qu'on vient d'entendre? C'est fascinant de voir le discours, souvent par des mêmes personnes, être tenu dans le temps, dans une époque de guerre froide qui semble révolue et dont beaucoup disent qu'ils correspondent à l'état des conflits actuels. C'est intéressant, c'est fascinant parce que on voit d'abord que l'affaire de défense est une affaire politique. Et finalement, c'est une affaire qui
va dépasser les clivages politiques, ce que l'on croit être de mise ici, avec une gauche assez hostile à l'augmentation des budgets défense, une droite beaucoup plus volontariste. François Fillon s'en inquiétait dans les années 90. C'est le même qui, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, conduira la réforme générale des politiques publiques, c'est-à-dire un abaissement drastique des budgets, en particulier de défense, fermeture de base, baisse du nombre de personnel. Le même François Hollande, qui était si critique en 2015, le soir des attentats du Bataclan, dira qu'on est en guerre contre le terrorisme. Et ce qui montre que ceci met en jeu un peu les représentations, que la classe politique se fait d'abord des autres. Est-ce qu'on peut véritablement négocier avec les Russes, avec les Chinois en cas de conflit ? C'est tout l'enjeu des relations entre les États-Unis et la Russie actuellement. Est-ce que Trump, même s'il le voulait, pourrait négocier avec Vladimir Poutine ? Est-on solide ? N'a-t-on pas mieux à faire que d'équiper les forces armées ? Il y a toujours cette question qui se distille, mais qui est assez ancienne. Je reviendrai là aussi probablement sur ça. C'est depuis longtemps que l'on s'interroge sur l'opportunité même politique, j'ai envie de dire sociale, des fonds de défense. Et enfin, ça interroge le rapport au temps. La guerre est amenée à disparaître. Il y a toujours cette idée d'une transformation, souvent idéaliste, de la société. Et puis, ce retour au réel. Le documentaire est très intéressant sur ça. On le comprend, beaucoup d'incertitudes. On va prendre tout ça un par un. Déjà, grosso modo, pour qu'on se rende compte, le budget de la défense aujourd'hui, ça représente quoi ? Alors, nous sommes actuellement, en effet, autour de 60 milliards, un peu plus de 60 milliards sur 2025. C'est étendu en logique jusqu'en 2030 parce que nous avons un système d'annualisation des budgets de défense, ce que l'on appelle la loi de programmation militaire. Nous sommes un des rares États à programmer l'action budgétaire en termes de défense. Sur plusieurs années. Voilà, sur plusieurs années. Beaucoup ne fonctionnent pas ainsi, mais pour la France, c'est une force. On sait à peu près, alors ce n'est pas contraignant juridiquement, mais on sait à peu près ce à quoi moralement, politiquement, les gouvernements s'engagent. S'il y a un changement de gouvernement en 2027, il y aura au moins cette loi de programmation militaire. Alors l'idée, justement, est de l'augmenter, mais en l'état, en 2025, nous sommes donc à 60 milliards. Considérez que c'est environ un peu moins de 8% du budget actuel, c'est-à-dire quand même près de 3% de moins que l'éducation nationale. C'est le deuxième budget de l'État, c'est ça C'est environ le troisième. C'est le troisième. Alors si on met à côté les pensions, pardon, je suis extrêmement technique, mais ça, c'est extrêmement important. Les pensions de retraite des militaires. Et les pensions de retraite des militaires. Qui coûtent très cher, en fait. Qui coûtent très cher. Donc, suivant la manière dont on compte, et là, il y a un petit jeu de communication, nous avons un budget de défense qui est assez conséquent, en tout cas qui est plus que la justice, qui est plus que le ministère de l'Intérieur. Après, si on compare, nous sommes largement en retrait des États-Unis qui consomment, allez, je vais utiliser un chiffre un peu global, mais environ 1000 milliards de dollars en matière de défense. Nous sommes moins que la Russie, mais la Russie, ce n'est que, si je puis dire, pour un État en guerre, qu'environ un peu moins de 150 milliards de dollars de fonds de défense. Donc voilà, nous sommes dans une somme qui, pour les budgets de l'État, est assez conséquente, mais par rapport, c'est vrai, aux autres, mais qui ont aussi des budgets eux-mêmes généraux qui sont à géométrie variable, c'est un seuil qui est assez comparable. Ça représente combien d'hommes et de femmes aujourd'hui, la défense française ? Le ministère des Armées, c'est 263 000 personnels, civils et militaires. Militaires, c'est 75% du personnel, c'est-à-dire que nous sommes autour de 200 000 militaires. Elle va comment aujourd'hui, cette armée française ? On l'a entendu dans les archives en 2002, il y a 25 ans. Elle était à l'os, le matériel était vétuste, 40% inutilisable. Depuis, le budget a été rehaussé sous Chirac. Et puis sous Emmanuel Macron, si je ne dis pas de bêtises, depuis 2017, le budget de l'armée a été rallongé de 25%. Ça va mieux pour nos militaires ? Alors ça va dépendre de l'angle d'approche. Si on regarde le nombre d'équipements, il y a de quoi avoir triste mine. Finalement, nous n'avons que un peu plus de 220 Charles Leclerc. Ce qui est assez peu, si on regarde les conflits actuels, c'est relativement peu pour des conflits qui, eux, en effet, mobilisent, surtout si on est en haute intensité, beaucoup plus. Alors du point de vue de l'équipement, il y aura toujours des regrets. Nous n'avons dans le fond qu'un porte-avions, donc un instrument de projection. Nous n'avons que 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les SNLE, c'est-à-dire ceux qui peuvent envoyer des missiles nucléaires. Et pourtant, d'un autre côté, nous n'avons là aussi que 200 000 militaires. Mais pour la première fois en 2024 et en 2025, il va falloir attendre les chiffres consolidés, le ministère des Armées atteint sa cible de recrutement. Ce qui signifie que les personnes qui s'engagent dans ce métier dur, qui peut inquiéter aussi, pas s'engager dans les forces armées en temps de paix lorsqu'il n'y a pas de conflit à nos portes, ça peut être pour différentes raisons. Mais là, on s'engage avec une potentialité
et je vais être très, très concret, de tuer ou de se faire tuer. Et pourtant, il y a du recrutement, et ceux qui sont recrutés partent de moins en moins. Donc oui, regret sur le plan technique, mais sur le plan moral, pour ainsi dire, le ministère des Armées se porte bien. Sur le plan technique, certains militaires surnomment l'armée française l'armée bonsaï. Oui. Parce que c'est ainsi que ça avait été configuré. Ces fameux dividendes de la paix avaient entraîné dans les années 90 et par la suite des interrogations sur ce que devait faire l'armée, quel était son métier. Défendre la nation, c'est une chose, mais de quelle manière? Sur le territoire national, on n'imaginait aucun conflit, on n'imaginait pas une force internationale agissant ourbi et orbi, mais plus une force expéditionnaire agissant sur tel ou tel théâtre, généralement à la demande d'un État. Ça a été le cas, par exemple, en 2012 avec Serval puis Barkhane, c'est-à-dire ce qu'on appelle une armée de corps expéditionnaire. Et ça a juste... Une armée réduite au minimum, oui, c'est voilà, ça. pour des missions qui sont des missions internationales. De précision. Voilà, de précision. Aurions-nous les moyens de nous défendre, de défendre nos frontières, si on subissait une attaque demain avec les forces armées dont on dispose actuellement, on l'a dit, armée bonsaï de précision? Est-ce qu'on peut tenir un siège, par exemple, avec notre armée? Certains disaient que l'Ukraine, compte tenu de la photographie que l'on faisait de son matériel, du nombre de ses forces armées, était défaite en quelques jours, sinon en quelques semaines. C'est tout le danger d'une appréciation par photographie, presque quantitative, d'une armée face à un conflit dont on ne sait absolument rien. Quel type de conflit? Quel sera l'adversaire? Quel sera le matériel qui nous sera opposé? Est-ce que ça sera la Chine avec des sous-marins nucléaires? Est-ce que ça sera un État assez voisin de nous avec des engagements de forces aériennes? Donc il y a quelque chose qui est pas forcément mesurable, c'est-à-dire quelles seront aussi la réaction des militaires français. La planification militaire, peut-être, ne projettera pas tout en même temps. Certains ont indiqué que nous n'avions que 15 jours de munitions et que l'armée de terre n'aurait que quelques jours pour défendre, 80 km, 60 ou 80 km de ligne de front sur le flanc Est. Mais ça va dépendre un peu de l'adversaire. Et ça, c'est aussi le danger de cela. Et il y a un élément à la fin qui est inestimable en termes quantitatifs, c'est aussi le moral des troupes, le moral national, c'est-à-dire l'esprit de défense qui se réveille là. On l'a vu chez les Ukrainiens, une capacité formidable à faire face, une résilience. Ouais. Donc c'est difficilement quantifiable, mais quand même, il y a des éléments qui ne doivent pas nous faire penser à une défaite trop brutale. Donc on l'a dit, Emmanuel Macron a de grandes ambitions pour le budget de la défense. Grosso modo, le budget de la défense, ça représentait 1,7% du PIB de la France l'année dernière. On devrait arriver à 2% du PIB en 2026. Et l'objectif du président, c'est 5% du PIB en 2035. Alors, face à ça, deux questions. Déjà, une, est-ce que c'est vraiment tenable, réalisable? Et deux, est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant pour se défendre? Alors, je commence déjà peut-être par le point 1. Est-ce que c'est réalisable? Un budget déjà de la défense égal à 5% du PIB, ça représenterait quoi? Qu'on se rende compte, ça voudrait dire que le budget de la défense serait grosso modo triplé? Oui, il faudrait vraiment faire un effort massif. Triplement, certains le souhaitent, certains l'espèrent. Je ne pense pas pour ma part que ça soit en l'état réalisable. Oui. Et c'est vrai que si on veut supporter un tel coût budgétaire, il va falloir, et ça les gouvernements le savent, pousser dans 3 directions. D'abord des économies, parce que pour placer des budgets sur la défense, il faut faire des économies à l'extérieur, peut-être sur d'autres postes ministériels, mais aussi à l'intérieur même des armées, c'est-à-dire essayer d'avoir, comme certains disent, une sorte d'agilité financière pour pousser là où il faut. On veut faire, certains rêvaient d'un deuxième porte-avions nucléaire. Il faudrait dans ces cas-là, là aussi ça avait été un projet pendant longtemps, le faire en coopération avec des États dont nous partageons une culture nucléaire. D'autres États européens. Le Royaume-Uni par exemple. Donc il y aurait certainement des actions à mener en termes d'identification des besoins militaires. Faut-il vraiment un char de combat, un char lourd? Ça c'est une question qui se pose, qui vient d'un retour d'expérience de l'Ukraine.
Il y aurait certainement aussi un effort que les Français devraient consentir, c'est-à-dire plus d'imposition. Plus d'impôts. Oui, ça c'est malheureusement une des issues. Il n'y a pas que cet élément. Certains avaient pensé utiliser le livret A, c'est-à-dire les plans d'épargne des Français pour flécher là aussi les investissements en matière de défense. Vous placerez l'argent, vos économies sur le livret A, il servirait à financer la défense. Il y a un troisième paramètre, c'est aller chercher des financements hors dehors des budgets publics. Alors il y a deux voies et c'est très symbolique là aussi de la manière dont on se représente la défense actuellement. Voie européenne, chercher des financements de défense, c'est-à-dire demander un effort collectif européen pour financer la défense, ce qui ne va pas sans difficulté, on en reparlera. Et aussi demander à ce que l'effort de défense soit porté par le secteur privé. Je vais prendre un exemple. Certaines entreprises européennes, pas simplement françaises, s'interrogent, est-ce qu'il faut justement rester dans le giron de l'État acheteur, c'est-à-dire espérer uniquement des budgets et des achats de l'État, ou aller sur les marchés financiers. C'est-à-dire demander à ce que ce qui est cet objet stratégique soit regardé aussi comme un objet économique, qui soit financé par le privé, avec tous les risques qui vont avec. Investir pour un fonds d'investissement dans la défense, c'est pas la même chose que d'investir dans l'agroalimentaire. Chacun a sa part de risque, mais il y a cette symbolique d'aller aussi demander un concours général. Et ça, il y a beaucoup de réflexions sur ça en ce moment. Avec une dimension morale, bien sûr. Exactement. Vous dites, pour vous, pas réalisable, c'est 5%. Alors, si c'est pas réalisable, c'est quoi pour Emmanuel Macron ? C'est un effet d'annonce ou c'est aussi finalement pour plaire et répondre aux exigences d'un certain Donald Trump. Vous le savez, pour rappel, le président américain menace régulièrement l'Europe et les pays de l'OTAN de grosso modo arrêter de les protéger, que les États-Unis arrêteront de les protéger s'ils n'augmentent pas leur budget de défense, comme en juillet 2018 lors d'un sommet de l'OTAN. On écoute Donald Trump. Donald Trump, radieux et fier de ce sommet de l'OTAN. Et le président américain aura bien joué avec les nerfs de ses homologues durant 36 heures en soufflant le chaud et le froid. Car entre deux poignées de main et déclarations amicales, il a continué à publier des tweets incendiaires. Les États-Unis payent pour la protection de l'Europe et perdent des milliards en commerce. Il faut payer 2% du PIB immédiatement, pas en 2025. Alors à l'époque, il disait 2% du PIB, il a augmenté un petit peu les exigences, mais voilà, c'est quoi cette annonce des 5%? C'est pour se plier aussi aux exigences de Donald Trump ? Certainement, il y a une prise de conscience, en tous les cas européenne, sur la nécessité pour l'Europe de se défendre. Et là, il y a plusieurs observations à faire. Alors c'est vrai que c'est difficile, peut-être pas impossible, mais en l'état de nos finances, en l'état de nos débats politiques, 5% actuellement, on y parviendrait avec beaucoup de difficultés. Certains États poussent, l'Allemagne en particulier, à considérablement augmenter ses budgets de défense. Est-ce qu'on atteindra 5% ? Les États-Unis eux-mêmes n'y sont pas. Ils sont actuellement à 3%. Le même Donald Trump, qui est très vindicatif vis-à-vis de l'Europe, n'atteint pas dans son budget actuel les 5%. Donc il y a en effet un élément ici qui est d'ordre politique, en termes de, pas seulement de communication, mais d'ajustement des relations transatlantiques entre les États-Unis d'une part et l'Europe d'autre part. Il ne faut pas s'en cacher, Donald Trump a aussi appuyé là où ça faisait mal en Europe. D'une certaine manière, il a raison. Il n'est pas normal que la défense européenne et que les budgets européens ne soient pas portés à la hauteur de ce que l'Europe indique elle-même. C'est l'Europe qui dit qu'elle est en danger. C'est l'Europe, plus que les États-Unis, on le voit bien, qui indique que la crise ukrainienne est un danger pour elle. Et la réponse du président Trump et du vice-président Vance est très claire. Si pour vous, c'est aussi déterminant, qu'à cela ne tienne. Assurez vous-même votre défense plutôt que se replier sur les budgets des autres. Sur ces 5%, est-ce qu'on a besoin de autant, potentiellement tripler nos budgets de défense ? Est-ce qu'on a fondamentalement besoin de autant ? Nous avons ici discuté essentiellement des risques pour la France, des risques en termes militaires. On parle de haute intensité à moyen, long terme. Il y a tout de même plusieurs choses qui s'ajoutent à cela. D'abord, la défense militaire française concourt également à ce que l'on appelle la défense civile. Je vais prendre un exemple qui, peut-être pour nous en France, n'est pas encore critique, mais l'est pour beaucoup d'États. Lorsque la Chine
exerce une pression de coercition sur certains de ses voisins ou des États pacifiques, elle n'envoie pas des porte-avions ni des sous-marins nucléaires. Taïwan, par exemple. Elle envoie, par exemple, des flottilles, ce qu'on appelle soit la flotte fantôme, ou en tout cas des flottilles de pêche. On le sait, elles sont bardées de capteurs, mais ce sont des flottilles de pêche. Face à ça, vous n'allez pas envoyer des porte-avions. Vous allez envoyer des équipements eux-mêmes civils, de type douane, de type garde-côte, pour essayer de graduer la réponse. Ça nous arrive en France, d'ailleurs, en ce moment Et aussi. ça nous arrive en France. Avec la flotte fantôme russe. Et ça, la marine nationale concourt à cela. Donc il ne faut pas simplement voir l'effet défense sur notre territoire attaque, il faut voir les risques et les menaces d'une manière générale. Dans leur globalité. Sans compter un deuxième paramètre, nous sommes quand même membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons une responsabilité particulière en matière de paix et sécurité internationale. Donc la France concourt aux opérations de maintien de la paix, mais surtout à une action extérieure, par exemple au Mali, par exemple en Côte d'Ivoire, par exemple en Afghanistan. Et là aussi, il faut être clair, est-ce que nous voulons être un acteur de premier plan, de premier rang en relations internationales? Si oui, les Français doivent accepter d'en avoir les moyens. Il faut mettre le prix. Et nous sommes très fiers de notre histoire et du rôle moteur que l'on a en relations internationales. Mais à un moment donné, cela a un coût. 5% correspondrait en effet à ce que l'on peut espérer d'un État ayant à tout le moins ce rang. On a mentionné l'Union européenne. Est-ce que la solution ne serait pas tout simplement de mutualiser les forces européennes ? Je crois que les budgets réunis de tous les pays européens sont 4 fois supérieurs au budget de la défense de la Russie. En ces termes, l'Europe devrait avoir la deuxième armée du monde si elle arrivait à unir ses forces. Alors coordonner les forces européennes, certainement. C'est déjà le cas parce que la plupart, presque tous les États... Ça prend du temps. Oui, ça prend du temps, mais on est déjà bien coordonnés avec nos voisins, et nos voisins se coordonnent entre eux parce qu'il y a l'effet OTAN. Donc il y a l'habitude des exercices militaires, il y a l'habitude des manières de désigner par exemple un équipement militaire, il y a des normes OTAN qui sont déjà très présentes en Europe, donc... Sur le territoire européen, il y a déjà une culture militaire qui est commune. Maintenant, mutualiser, on va parler presque de fusion, c'est-à-dire créer une Europe. Et cela, les États européens, pour des raisons politiques... N'y sont pas prêts. Il ne suffit pas de fusionner des hommes et de fusionner donc des forces armées humaines et des équipements militaires, il faut aussi à la fin un but politique. C'est-à-dire que le militaire est subordonné à un objectif politique. La guerre n'est pas qu'un rapport de force matériel, c'est avant tout un rapport de force politique. Et donc il faudrait savoir vers où aller. Et il n'est pas sûr que cette armée européenne, aussi satisfaisante soit-elle, au point de vue intellectuel, au point de vue presque médiatique, parce que ça donnerait l'image d'une Europe forte, ce n'est pas sûr que ça fonctionnerait. Nous avons peut-être des conceptions des conflits qui sont différentes. Certains États ne voient pas d'intérêt à se doter d'une marine extrêmement forte parce que eux, leur prisme, leur champ de vision, c'est le territoire européen. Mais nous avons le deuxième espace marin mondial après les États-Unis et notre inquiétude, c'est aussi protéger nos espaces ultramarins. J'en reviens au niveau national. Augmenter le budget de la défense, d'accord. Mais j'en parlais en introduction, on le sait, la situation budgétaire de la France est critique. Beaucoup de services publics sont sévèrement dans le rouge. Écoutez cette archive, elle date de 2024. Un savoir-faire envié à l'étranger. Pourtant, les hôpitaux publics n'ont jamais été aussi vétustes. Plus grave encore, la qualité des soins parfois se dégrade jusqu'au sein des blocs opératoires. Depuis plus de 10 ans, le taux de vétusté ne cesse de grimper en France pour atteindre 80% des équipements et plus de 55% des bâtiments. On le sait, la situation de l'hôpital en France est alarmante et j'aurais pu choisir une autre archive illustrant les coupes budgétaires à l'école, à l'université. Les exemples ne manquent pas. J'entends le besoin de se protéger dans le contexte géopolitique actuel très menaçant. Néanmoins, est-ce que ça doit se faire au détriment de notre modèle social, de nos services publics du quotidien ? Est-ce qu'on a le sens des priorités ? C'est une question qui est ancienne, qui n'occupe pas simplement la France, mais l'ensemble des États. Dans la Charte des Nations Unies, il est clairement demandé aux 193 États membres de ne pas consacrer plus qu'il n'en faut au budget de défense et au budget d'armement. Donc il y a cette conscience justement du fait que la défense ne doit pas prendre le pas volontairement, consciemment, de manière déterminée sur les autres services publics. L'idée justement n'est pas de reporter des budgets d'autres ministères qui sont aussi régaliens, la santé est régalienne, l'éducation est régalienne, de les porter sur les budgets de défense. L'idée est qu'il y ait un ajustement qui fasse porter l'effort sur la défense
en prenant garde, et ça c'est une affaire très pratique, d'équilibre politique, en prenant garde donc à ne pas affecter les autres budgets. Donc ce sont des équilibres, je reconnais, impalpables, mais qui sont extrêmement puissants et qui déterminent à terme les équilibres sociaux. Faut-il augmenter significativement le budget de la défense française ? Le gouvernement et les élus font-ils les bons choix ? On a les cartes en main, en tout cas, pour y voir plus clair. Grâce à vous, Laurent Trigeau, maître de conférences en droit public à l'université Panthéon-Assas, co-directeur de l'Institut supérieur de l'armement et de la défense et directeur adjoint du centre Thucydide. C'était Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. Si ce podcast vous plaît, abonnez-vous, mettez des étoiles, des commentaires et parlez-en autour de vous. Et moi, je vous dis salut et à la semaine prochaine.